J'ouvre le second débat de ce sens public. C'est un gros plan sur le Rassemblement national que je vous propose un an après les législatives. Comment le parti Le Peniste se prépare à de futures échéances électorales? A-t-il chassé les brebis galeuses dont parlait Jordan Bardella? La dédiabolisation, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle est de façade? On va en débattre avec nos experts. Mais d'abord, l'actualité judiciaire qui rattrape Marine Le Pen et ses soutiens. Perquisition qui a eu lieu aujourd'hui au siège du parti. Les questions de soupçons de financement illicite. Clémentine Louise. C'est une nouvelle affaire judiciaire pour le Rassemblement national. En milieu de matinée, Jordan Bardella publie ce tweet. Depuis 8h50 ce matin, le siège du Rassemblement national fait l'objet d'une perquisition menée par une vingtaine de policiers de la brigade financière. Cette opération spectaculaire et inédite s'inscrit clairement dans une nouvelle opération de harcèlement. C'est une atteinte grave au pluralisme et à l'alternance démocratique. Cette perquisition fait suite à des soupçons de financement illicite des campagnes présidentielles et législatives de 2022, ainsi qu'aux européennes en 2024. C'est un véritable scandale démocratique que nous assistons, inédit dans la Ve République, sous prétexte de vérifier des prêts que nous auraient fait des adhérents. Prêts de particuliers, oui, bien sûr, il y en a eu, mais c'est légal. Tous les partis politiques reçoivent des prêts de particuliers lorsqu'ils font une campagne. Les prêts de particuliers sont effectivement légaux, mais dans une certaine mesure. Les emprunts ne doivent pas venir de prêteurs dits habituels et doivent être remboursés dans un délai maximum de 5 ans. Or, plusieurs candidats du Rassemblement national auraient emprunté auprès des mêmes personnes au moins 5 fois entre 2020 et 2023. Et le parti tarderait à rembourser ses généreux prêteurs. Les affaires judiciaires s'accumulent, mais pour Jean-Yves Camus, ce n'est pas forcément mauvais signe. Pour un parti anti-système comme le RN, il sera sans doute toujours possible de tirer profit de cette sensation qu'auront certains électeurs que ce qui n'a pas été possible par l'argumentation et par les urnes, c'est-à-dire battre le Rassemblement national, est tenté aujourd'hui par la justice. Cette perquisition s'ajoute à l'enquête ouverte hier par le parquet européen pour détournement financier. 4,3 millions d'euros auraient été versés illicitement à des sociétés liées à des proches de Marine Le Pen. Ces affaires judiciaires, la question des brebis galeuses, le Rassemblement national face à ses démons, c'est le titre de notre débat avec Catherine Fieschi. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes politologue, chercheuse associée au centre Robert Schuman de l'Institut universitaire européen de Florence et vous publiez Populocracy, c'est en anglais, c'est aux éditions Agenda Publishing. Lauriane Clément, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique à La Croix. Frédéric Dabi, bonsoir. Et bienvenue à vous aussi, directeur général opinion à l'IFOP et vous publiez Parlons-nous tous la même langue, c'est aux éditions de l'Aube, et Anne-Charlène Bézina, éditorialiste politique, évidemment restée à mes côtés. Parmi les informations qui concernent le Rassemblement national aujourd'hui, on a appris également que la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté la demande de Marine Le Pen de suspendre sa peine d'inéligibilité. Cette perquisition, on va commencer par ça évidemment, Catherine Fieschi. Comment vous l'analysez cette nouvelle affaire? Parce qu'on est dans un contexte un peu particulier qui vise le Rassemblement national. Oui, enfin, de la part de Bruxelles et de l'enquête qui est menée à partir de Bruxelles, c'est simplement une affaire de routine. On enquête sur les comptes et on enquête sur la bonne tenue des comptes de tout un groupe, du groupe Identité et Démocratie, autrefois au Parlement européen, entre 2019 et 2024. Donc, il n'y a aucune volonté de persécuter le RN. On enquête comme d'habitude sur la bonne tenue des comptes. Et c'est tout un groupe, il faut vraiment le dire. Ouais, mais ça, c'est l'enquête de Bruxelles, c'est pas la perquisition d'aujourd'hui. Ça, c'est l'enquête de Bruxelles, pardon. Oui, moi, je parle de la perquisition d'aujourd'hui. Il y en a tellement. On s'y perd. Oui. Pardon, la perquisition d'aujourd'hui, donc là, mais à la limite, c'est à peu près la même réponse. C'est une enquête sur des comptes de campagne, et ces comptes de campagne ne sont pas clair. Là non plus, il n'y a aucune volonté de persécuter le Rassemblement national. Donc tous les arguments de Jordan Bardella, comme quoi tout ça c'est de la persécution et de l'acharnement, et puis d'avoir accès à son bureau et à ses documents, cela fait partie simplement du jeu électoral républicain. Voilà. Qu'est-ce que vous savez, Lauriane Clément, je reviens, on précise, sur la perquisition du jour, cette dont on parlait notamment dans notre sujet d'ouverture, enquête pour financement illicite des campagnes électorales en 2022 et 2024.
4, qu'est-ce qu'on peut dire de cette perquisition ? Alors on le sait que le Rassemblement national, à chaque campagne, a du mal à réunir des financements. Il n'arrive pas à avoir des prêts bancaires. Et donc c'est pour ça que depuis 2017 et principalement depuis 2019, il fait appel à des prêts de particuliers. Oui. Donc c'est ces prêts qui sont mis en cause aujourd'hui. Parce que donc effectivement, il n'y a pas de plafond à ces prêts, mais comme vous le rappeliez, il faut avoir une durée maximum de 5 ans. Il faut que ce soit des prêts exceptionnels, donc pas plus de 5 fois, et avec des montants de 75 000 €. Donc c'est vraiment ça qui est mis en question. Et en 2023, les chiffres de la Commission nationale des comptes publics montrent que le Rassemblement national et Reconquête sont les 2 partis qui ont utilisé massivement ces prêts donc de plus que d'autres partis. 98% des prêts, c'est énorme. Donc, dont 85% rien que pour le Rassemblement national. Donc oui, c'est vraiment les 2 partis qui recourent à ces prêts. D'accord, parce que c'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est généralisé ? Tous les partis politiques font ça. Vous nous répondez que c'est surtout le RN et accessoirement Reconquête. Frédéric Dabi, les précédentes affaires, on va évidemment parler aussi de la condamnation de Marine Le Pen dans le dossier des assistants parlementaires européens. On sait que ça n'a pas fait baisser la cote de popularité des leaders du parti, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Comment vous l'expliquez, ça, si on rentre dans le détail ? C'est vrai que ça peut paraître étonnant. En plus, vous l'avez très bien dit, ça feuilletonne. Un épisode chasse l'autre et on finit par s'y perdre ici, nous tous. C'est vrai que ça n'a pas impacté grand-chose. D'une part, il y a une règle de base qui est que les Français ne se passionnent pas pour la vie des organisations partisanes. La perquisition de LFI, ça avait fait chuter l'image de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il s'était agacé, mais ça n'a pas changé grand-chose. On est dans un moment aussi très particulier que j'appelle l'éclipse du politique. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la sphère politique nationale, du côté du pouvoir, bien sûr, et du côté des oppositions, ça passe pas. On est dans une logique d'exit, d'indifférence des Français. C'est pas là que ça se passe. Le politique ne change plus la vie quand il est au pouvoir. Donc les oppositions. Il y a un désintérêt pour la que j'ai absolument jamais vu. Et on cherche des acteurs de remplacement. Les Français trouvent ces acteurs de substitution, l'entreprise, les élus locaux, les maires. On en a parlé ici sur ce plateau. Et puis moi, il y a quelque chose sur le Front National plus précisément qui me frappe. Vous avez raison de dire que en popularité, Marine Le Pen, Jordan Bardella sont relativement proches. Un petit avantage dans le baromètre, une fois fiducial, pour moi chez Sud Radio, pour Jordan Bardella. En intention de vote, la dernière de celle faite par l'IFOP, c'était avec le Figaro au lendemain de la victoire de Bruno Retailleau. On a 31, 31, 33, 33. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, alors que la présidentielle, vous savez très bien, c'est une affaire d'incarnation, à qui je confie les clés du pays, pour l'électorat RN, l'électorat acquis, l'électorat potentiel, l'incarnation compte moins que l'alternative. Le vote RN, quelles que soient les affaires, c'est un vote d'alternative avec des paroles très fortes quand on interroge les Français qualitativement. Pas dans des sondages, ils nous disent c'est leur tour, on ne les a jamais essayés. Avec eux, ça sera le changement. Et quand bien même il y a des affaires, quand bien même il y a tout ce mauvais vent autour du RN, ça n'impacte pas cette idée que le RN, c'est le changement et que face à cette éclipse du politique, c'est le RN qui est le mieux placé. Alors, on est en train de faire les réglages avec Philippe Ballard. Je vous invite dans les coulisses de l'émission, le député Rassemblement National de l'Oise, qui devrait, dans quelques secondes, pouvoir nous répondre. Dès qu'il peut être présent dans cette émission, je lui donnerai la parole. Anne-Charlène. Je fais une petite fenêtre politico-juridico-financière, justement. J'en profite parce qu'on parle de perquisition. Il ne faut pas oublier quand même qu'il ne s'agit pas de perquisition pénale, plénière, où on met l'appartement à sac. Là, on est sur la Commission nationale des comptes de campagne, donc sur finalement des informations plutôt financières et électorales, où évidemment le spectre des documents qui sont saisis est tout à fait minuscule. C'est vraiment des documents financiers, et donc on voit mal comment ça pourrait être relié aux idéologies du Rassemblement national ou une forme de police qui vienne piquer les idées. C'est absolument techniquement impossible, donc ça c'est important de le rappeler aussi. C'est bien de le rappeler parce que c'est dans la défense du Rassemblement national, là, sur les réseaux sociaux, de dire qu'absolument même chaque préparation de discours de Jordan Bardella a été épinglée, repris. Oui, on l'a vu dans notre sujet d'ouverture, c'est ce que disait notamment Laurent Jacobelli, qui dit nos secrets de fabrication pour les prochaines campagnes électorales. Votre avis là-dessus, Catherine Fieschi? Non, on ne va pas se saisir de leurs secrets de fabrication, comme le disait Anne-Charlène. Effectivement, c'est un spectre assez réduit. Et quant aux secrets de fabrication, alors je pense que là, on est plus dans le débat autour des brebis galeuses. Effectivement, alors comment est-ce que
qu'ils vont sélectionner leurs candidats, etc. etc. Ouais. Mais ce que l'on cherche dans leur bureau, c'est pas ça. On peut se poser la question quand même, parce qu'il peut y avoir des stratégies de campagne électorale, Lauriane Clément, qui vont arriver dans les dossiers saisis par les policiers tout à l'heure, non ? Bon, ça, c'est Anne-Charlène Bézina qui dira le mieux, mais à mon avis, c'est pas ça qui les intéresse, les enquêteurs, a priori. C'est les chiffres, c'est les documents financiers qui vont chercher. Voilà, donc je pense que c'est rentré dans leur jeu que de dire ça. La stratégie de campagne intéresse assez peu un juge qui est là pour vérifier A priori, un juge des deniers publics, de toute façon, il est obligé de se saisir de quelque chose qui est complètement dans le champ de sa compétence. Donc les questions de cuisine interne n'intéressent que peu et c'est pas dans son champ. Bon, sur alors ce que vous avez évoqué tout à l'heure, et je vais vous redonner la parole parce que vous aviez... Cette fois-ci, c'est bon. La bonne affaire. Sur effectivement ce dossier, le parquet européen qui ouvre une enquête sur le Rassemblement national et le groupe politique Les Patriotes. Donc là, on est quoi ? On est dans la continuité de la condamnation de Marine Le Pen sur les assistants parlementaires. C'est encore autre chose ? C'est quoi ? Alors, on est un peu dans la continuité parce qu'il s'agit évidemment, encore une fois, du Parlement européen et de la façon dont le Rassemblement national s'est comporté au Parlement européen. Bon, l'enquête porte sur l'ancien groupe auquel appartenait le Rassemblement national, donc non pas les Patriotes, mais Identité et démocratie. Qui est plus ou moins les Patriotes, plus Orban et les Hongrois maintenant. Et c'est simplement un examen, effectivement, de l'utilisation des deniers européens, cette fois-ci. Et ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir utilisé, essentiellement, eux, comme d'autres partis de ce groupe, d'avoir utilisé un budget de communication pour plein d'autres pour plein d'autres choses, c'est-à-dire pour d'autres usages, que ce soit pour des emplois, pour des événements, des espèces, je dirais pas que c'est forcément du bakchich, mais en quelque sorte pour faire un petit peu avancer la machine. Bref, cette ligne de communication qui est la ligne 400, ils en ont abusé tous dans ce groupe, et donc ça peut paraître effectivement la suite de ce feuilleton européen. Là encore, je le répète, c'est tout le groupe Identité et démocratie. Oui, pas seulement le Rassemblement national. Pas simplement le Rassemblement national, et principalement, oui, parce que c'était oui, c'est vrai. C'est principalement eux, mais on est en train d'auditer tous les comptes. Et toutes les lignes de budget. Et ça va de 2019 à 2024. Donc c'est vrai que ça s'inscrit un petit peu dans la continuité des précédentes affaires européennes pour Marine Le Pen. Voilà. Ce qu'on voit surtout, je trouve, moi, comme un point similaire entre les deux affaires, c'est le côté systémique. Oui, c'est ce qui avait été reproché lors de l'affaire des assistants du Parlement. C'était vraiment le côté, c'est pas juste un ou deux députés, un ou deux assistants parlementaires qui ont un peu joué avec les règles. Non, c'est un système encouragé par le parti. Et là, c'est exactement la même chose. Les spécialistes m'ont tous dit, bon voilà, ça peut arriver d'avoir des surfacturations, des dons donnés à des associations qui n'ont pas trop de rapport avec le Parlement européen, par-ci, par-là. Mais de manière aussi générale, c'est... Mais là aussi, est-ce que le parquet européen cible spécifiquement ces partis-là ou tous les partis politiques présents à Bruxelles et à Strasbourg sont-ils contrôlés ? Ils sont tous contrôlés. Voilà, et après, ils vont cibler des eurodéputés par cas, parce que c'est pas à l'ensemble d'un groupe. Là, ça se passe vraiment à l'ensemble d'un groupe. Frédéric Dabi, le fait qu'on parle finalement d'argent européen, et c'est vrai que le fonctionnement des institutions européennes est souvent ciblé, parfois à juste titre, parce qu'il y a des choses à dire sur le fonctionnement des institutions européennes, mais ciblé par le Rassemblement national depuis des années. Est-ce que ça touche encore moins les sympathisants ou les électeurs du RN, parce que après tout, moi je pense que ça les touche très peu, mais c'est vrai que vous avez raison. Il y a encore, lors de sa dernière intervention radiodiffusée sur RTL, Marine Le Pen a fait un long développement sur, dans le cadre de recherche d'économie, les 10 milliards que la France verse à l'Union européenne. On a beau lui répondre, la politique agricole, elle a balayé ça d'un trait de plume. Ça parle très peu, si je puis dire, aux sympathisants RN, parce que il ne faut pas oublier, entre la campagne européenne de 2019 et celle de 2024, le RN a beaucoup, si je puis dire, fait mezza voce
sur le discours anti-européen. Ils sont sortis, je vous rappelle qu'ils étaient favorables à un Frexit à une époque, à la sortie de l'euro, ça c'était dans la campagne sur la CEDH aussi, d'ailleurs. De 2000, sur la Cour européenne des droits de l'homme de 2017, mais malgré tout, l'électeur RN de base, même si maintenant c'est un parti de masse, il faut le dire, quand on voit sa structure, reste très défavorable à l'Union européenne. Dans une enquête qu'on avait faite pour le JDD il y a 2 ans, que j'espère refaire un jour, qui s'appelait la radioscopie du vote RN, on avait pris plus de 1500 personnes qui avaient voté au moins une fois pour le RN. On avait comparé leur système de valeurs entre l'ensemble des Français et eux. Il y avait deux dimensions sur lesquelles il y avait vraiment une différence extrêmement forte entre l'ensemble des Français et eux. C'était pas l'immigration, c'était le rétablissement de la peine de mort, nettement plus élevé dans l'électorat RN. C'est un sujet qui n'est plus abordé, j'ai envie de dire heureusement, mais il n'est plus abordé. Et l'idée que la France gagne plus qu'elle ne perd avec l'Union européenne. Donc le bruit de fond, même le feuilletonnage sur les affaires qui touchent le RN liées à la construction et à l'Union européenne, je pense, je le répète, ça touche peu. Il y a eu un élément où les choses ont été vues. On a travaillé après la condamnation de Marine Le Pen du 30 mars sur son image personnelle. Elle ne bouge quasiment pas sur les traits d'image. Elle gagne en stature présidentielle, elle perd sur l'honnêteté. Elle passe de 43% à 40%. C'est pas non plus un effondrement. On a réussi enfin à joindre Philippe Ballard. Ce sera par téléphone, mais c'est déjà très bien. Le député Rassemblement National de l'Oise. On a entendu un certain nombre de leaders du parti depuis ce matin parler d'acharnement. Pourquoi parlez-vous d'acharnement ? Ah bah là, ça commence à se voir quand même. Alors je suis désolé, mais je m'entends en écho. Je vais avoir beaucoup de mal à faire l'interview comme ça là. Ah, attendez, c'est peut-être un peu mieux. Bon, bah pardon, alors excusez-moi, je reprends. En vous disant que ça commence à se voir. Enfin bon, on peut revenir jusqu'au 31 mars et la condamnation, le jugement envers Marine Le Pen, Ilias qui sort comme par hasard du Parlement européen, maintenant cette perquisition. Il faut quand même aller au fond des choses. Pourquoi est-ce que nous devons faire appel à des dons et à des prêts ? C'est tout simplement parce qu'aucune banque française ne nous prête de l'argent. Voilà, si vous voulez acheter une maison, un appartement, mieux vaut avoir un banquier qui vous prête de l'argent, sinon vous n'avez pas beaucoup de solutions à part peut-être faire un casse. Mais enfin, c'est pas la meilleure des solutions. Donc oui, nous faisons appel à des dons, nous faisons appel à des prêts, tout ça est encadré. C'est la seule façon pour nous de pouvoir présenter des candidats. Enfin, est-ce que vous imaginez quand même une présidentielle, des législatives, des européennes sans candidat du Rassemblement national ? Alors, si vous voulez qu'il n'y ait pas de candidat du Rassemblement national, on interdit les dons et on interdit les prêts. Voilà, ce sont juste des braves gens, des Français, moi j'en connais, qui ont mis une partie de leur économie au service du Rassemblement national pour faire vivre la démocratie. C'est pas plus compliqué que ça. Sur l'enquête du parquet européen, il y a effectivement ce soupçon d'une utilisation systémique de notes de frais ou de surfacturation, bref, et qui rejoint, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la condamnation de Marine Le Pen il y a quelques mois. Est-ce que vous profitez finalement du système européen aujourd'hui ? Mais non, alors c'est un groupe auquel appartenait le Rassemblement national, mais ce groupe n'existe plus puisqu'il y a eu des élections européennes. En fait, nous, plutôt que d'acheter des stylos, des objets de communication, on préfère faire autre chose, voilà, et en respectant la règle du jeu. C'est pas plus compliqué que ça, mais on a bien compris que, comme le dit Jordan Bardella, plus on arrive proche du sommet, moins on a d'oxygène. Et il y a tout le système qui va vouloir nous bloquer l'accès au pouvoir. Nous en sommes très proches. Donc on s'y attend, mais on a le cuir épais. Et on répliquera évidemment à chaque fois. Marine Le Pen, en 2013, disait il faut l'inéligibilité à vie pour ceux qui ont été condamnés pour des faits commis à l'occasion de leur mandat. Oui, elle la regrette, cette phrase ? C'est pas le cas, puisqu'il y a appel déjà. Donc, présomption d'innocence. Et dans ce nouveau procès, Marine Le Pen démontrera qu'il n'y a absolument rien contre elle et puis les autres prévenus qui se retrouveront sur le banc des accusés. Et si elle est condamnée en appel ? Si elle est condamnée en appel, elle s'est déjà exprimée sur ce cas. Si elle ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle, les choses sont claires, mais elle va employer tous les moyens de recours. Elle a déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ça a été rejeté pas sur le fond, attention, ça a été rejeté sur la forme. On va voir la suite. Et puis, il y a tous les moyens à l'échelon national. C'est une battante, c'est notre candidate naturelle, donc elle fera tout et on va tout faire pour qu'elle puisse se présenter.
Restez avec nous encore quelques minutes. Philippe Ballard, Anne-Charlotte, ce discours, finalement, le discours sur l'acharnement, le discours anti-juge, en quoi il consiste et en quoi il est traditionnel au Rassemblement national ou auparavant au Front national? Alors déjà, je vais vous expliquer en quoi il consiste. C'est un peu deux volets d'une même pièce. D'abord, les juges s'érigent en gouvernants. Ça, c'est une critique qu'on a quand même tous eue en France depuis 1790. On n'a pas complètement trouvé la bonne question autour de la séparation des pouvoirs. C'est la faute à Montesquieu. Hein. Et puis, deuxième point, la justice est aux ordres. Je cite ici Jean-Marie Le Pen en 99, d'une forme d'intelligentsia du pouvoir, notamment parce qu'en fait, le Rassemblement national et ancien Front national est le seul parti qui les gêne politiquement. Voilà un peu l'argument résumé. Alors, les attaques sur ce terrain sont vraiment une marque de fabrique, hein, et notamment déjà de Jean-Marie Le Pen et au moins sur le plan de la campagne électorale, par exemple, il y avait une multiplication des recours Le Pen auprès du CSA dès 88. On rappelle que le CSA, dans sa mouture actuelle, c'est 86, donc c'est dire comme c'était souvent. Marine Le Pen va jusqu'au Conseil constitutionnel en 2013 et ça continue avec les affaires judiciaires. C'est tout à fait traditionnel. Et alors, sur quel registre tout ça fonctionne? Alors, le registre, c'est la base électorale du RN, hein, on l'a redit, c'est-à-dire qui est assez sensible à cette question anti-système, avec notamment l'idée d'un parti qui gêne et on voit donc un peu une forme de colonne vertébrale qu'on va qualifier de populiste, c'est-à-dire je suis le seul parti qui est la voix du peuple et donc c'est pour ça qu'il y a un problème avec moi. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une ligne programmatique très longtemps anti-juge de la part du Rassemblement national, sortie de l'Union européenne, on en a parlé, Cour européenne des droits de l'homme, diminution du Conseil constitutionnel, bref, beaucoup de choses. Mais ce sur quoi je voudrais vraiment revenir, c'est l'inversion des concepts, c'est-à-dire qu'au fond, ce ne sont pas les juges qui détiennent la vérité, puisque ce sont eux qui font de la politique, et donc c'est le parti politique qui, lui, fait la justice. Vous me suivez, oui. Donc c'est ça l'idée. Et l'idée de la proximité du pouvoir, c'est pas totalement réel parce qu'en réalité, on a exactement le même discours en 99, par exemple, avec Jean-Marie Le Pen qui encourt une inéligibilité et le même peuple qui se retrouve en otage puisqu'on le fait manifester contre la décision de justice. Ouais. Je rappelle quand même que Marine Le Pen a organisé en 2025 une manifestation à la suite de la décision d'éligibilité qu'elle a appelée une manifestation pour le respect de l'état de droit. On l'écoute rapidement. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. C'est pourquoi j'affirme que cette décision politique a non seulement bafoué l'état de droit, mais aussi l'état de démocratie. Donc on le voit bien, on est dans une stratégie qu'on pourrait presque qualifier de post-vérité, étant donné qu'en fait la vérité ne peut pas être judiciaire, eh bien la vérité est une opinion politique. Alors on revoit ici tout un courant finalement. Jair Bolsonaro qui assiste en ce moment à son procès, qui dit finalement c'est déjà un procès contre moi, donc il n'aura aucune légitimité. Donald Trump évidemment avec son élection même, qui est une élection presque contre les juges. Et on voit bien que le RN, pour sa stratégie, on va dire, de base, ça fonctionne. La question, c'est jusqu'à quand? Parce que c'est parfois un peu antithétique avec la stratégie de la cravate. La question, c'est celle de l'adhésion du peuple. Est-ce que finalement, il va finir par couper la tête à ses juges? Merci beaucoup, Anne-Charlotte. Philippe Ballard, un dernier mot. Quand la justice vous attaque, elle est forcément politique. C'est un peu facile quand même comme argument. Non, mais déjà, est-ce que c'est au juge de décider du résultat d'une élection, d'un résultat électoral? C'est une première question. Après, non, mais on respecte encore une fois l'état de droit. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. La plupart des magistrats font tout à fait honorablement leur travail. D'ailleurs, vous en avez 150 qui sont placés sous protection policière parce qu'ils travaillent sur des dossiers sensibles comme les narcotrafiquants. Bon, par contre, vous le savez très bien, il y a certains magistrats, notamment syndiqués au SM, au syndicat de la magistrature. C'est l'histoire du mur des cons. Mieux vaut pour nous ne pas tomber entre leurs mains, pour faire très simple. Et puis, parce que là, à travers votre question, c'était le 31 mars, le jugement. Enfin, il y a des notions de droit qui ont été carrément inventées. C'est l'ancien président de l'USM, l'Union syndicale des magistrats, qui n'est pas affiliée au Rassemblement national, vous en conviendrez, qui disait il y a notamment la mise en danger de la vie démocratique. Ça sort d'où? Le risque de récidive, elle n'est plus députée au Parlement européen, Marine Le Pen. Donc voilà, tout ça c'est cousu de fil blanc. C'est destiné à nous affaiblir, voire à nous abattre. Mais les Français sont matures. Vous savez, c'est un peuple extrêmement mature politiquement. Donc ils ne sont pas dupes. Et à la limite, tout ça, ça ne fait que nous renforcer. Vous savez, les deux personnalités préférées des Français, c'est Marine Le Pen et Jordan
Jordan Bardella. Voilà, on l'a dit avant que vous n'arriviez, ne vous inquiétez pas. Catherine Fieschi, à quel point ces dossiers ils peuvent perturber la stratégie générale, et notamment la stratégie de normalisation, de dédiabolisation du Rassemblement national depuis des années? Oui, alors je pense qu'effectivement, le Rassemblement national, comme tous ces partis d'extrême droite, sont un petit peu sur une ligne de crête. Il faut qu'ils élargissent leur base électorale, donc stratégie de respectabilité, de dédiabolisation, comme on l'a beaucoup dit, et en même temps, ils sont obligés, n'est-ce pas, de ne pas être un parti comme les autres. Donc, c'est ce que disait Anne-Charlène, c'est ces accusations contre le système, contre les juges, contre les contre-pouvoirs, en quelque sorte, peuvent effectivement leur créer des difficultés dans leur stratégie de respectabilité. Ce qui est intéressant, et ce que je voulais ajouter aussi par rapport à ce que vous disiez Frédéric Dabi, c'est qu'on parle du rapport des électeurs RN à l'Europe, on parle de l'argent de l'Europe, des institutions européennes, et en fait je pense qu'il faut rappeler quand même régulièrement que c'est pas l'argent de l'Europe, que c'est l'argent des contribuables européens, donc des contribuables français, et que je pense que quand on parle de ces sujets, il faut vraiment le redire, parce que sinon on contribue à cet éloignement qui est en quelque sorte banalise la chose. J'en profite pour rebondir sur ce qu'a dit M. Ballard sur les prêts donnés, attribués par ces braves Français au Rassemblement national. Il y a 20 millions d'encours du Rassemblement national, donc ces prêts ne sont pas remboursés. Donc je pense que ces honnêtes gens aimeraient bien être remboursés. On va poser la question à Philippe Ballard. Quand est-ce que vous allez rembourser ces Français qui vous ont prêté de l'argent? Mais ils sont remboursés. Moi, je ne vais pas vous trahir ce secret, mais moi, j'ai prêté 7 000 € pour la campagne des Européennes. J'ai été remboursé. Et ça se fait au fil de l'eau, comme le dit très bien le trésorier du parti, Kevin Pfeffer. C'est remboursé. Il faut aller chercher une plainte. Si vous en trouvez une, vous nous appelez parce qu'on réglera ça sur le champ. Sur la dédiabolisation, finalement, ces affaires qui se succèdent, est-ce que ça banalise pas le parti du frontiste? C'est-à-dire vous devenez un parti comme les autres, mis en cause par la justice? Mais je pense, la dédiabolisation, comme l'on dit, je pense que les résultats sont là pour attester quand même quand on fait 33% des voix aux élections, que ce soit européennes ou législatives. Je pense qu'on est largement dédiabolisé, comme l'on dit. Merci beaucoup Philippe Ballard. Vous aviez quelques minutes à nous accorder. Merci d'avoir participé à ce débat. Frédéric Dabi. Oui, c'est vrai que la dédiabolisation, là je rejoins Philippe Ballard, c'est vrai que quand on est le premier parti de France, quand on a clairement dépassé ce que j'appelle la structure sociologique jean-mariste, c'est-à-dire la structure que vous connaissez par cœur du Front National, c'est-à-dire jeunes, ouvriers, chômeurs, sans diplôme, on peut voir venir. Mais quand même... donc ça veut dire que c'est devenu un parti comme les autres? Alors, je dirais, c'est pas ce que disaient les Français, il y a deux dimensions à voir. Premièrement, parlons franchement, le problème du RN, c'est pas un premier tour. C'est le second tour. Et vous connaissez l'adage de Guy Mollet qui avait été ressuscité par Charles Pasqua. Au premier tour, on choisit. Au second tour, on élimine. Et un candidat, une candidate, je ne l'identifie pas, du RN en mai 2027, très anti-système, qui attaque aussi fortement la justice. Vous l'avez dit, mais je me souviens de l'image de Jean-Marie Le Pen se bâillonnant lors d'une campagne télévisée qui rappelle une image historique après la mort de l'assassinat du collaborateur Philippe Henriot en 1944 sur « on veut me taire, on veut m'empêcher de dire la vérité ». Ça va faire fuir non pas les jean-maristes, mais le nouvel électorat du RN. Ces retraités qui ont voté massivement pour Jordan Bardella, ces cadres supérieurs, ces salariés du privé. Donc oui, dédiabolisation, mais attention, pour l'étape qui permettrait d'avoir 50% plus une voix, ces affaires, finalement, peuvent gêner et peuvent être une sorte de poison d'encre que pour l'instant, je le répète, on ne voit pas. Et donc avec évidemment une question, et ça va être le dernier chapitre de notre débat, dans le cadre d'une préparation à ces futures échéances électorales, notamment de nouvelles élections législatives, il y a la chasse à ce qu'on appelait ces brebis galeuses. Je reprends l'expression que Jordan Bardella lui-même avait employée, un Jordan Bardella qui, au lendemain du second tour des élections législatives, reconnaissait des erreurs. On l'écoute. On commet toujours des erreurs, j'en ai commis, nous en avons commis et je prends ma part aussi, ma part de responsabilité dans ce résultat. J'ai été le chef de file du Rassemblement national, à la fois aux européennes mais aussi dans cette campagne et donc j'assume ma part de responsabilité tant dans la victoire aux élections européennes que dans la défaite d'hier. Mais
Et j'accueille Quentin Calmet. Bonsoir Quentin. Bonsoir Thomas. Bienvenue à vous. Le Rassemblement national qui dit désormais travailler sur un plan Matignon B ou alors Matignon V2 en écho au plan Matignon de l'année dernière qui devait voir Jordan Bardella devenir Premier ministre. Voilà, le parti qui a annoncé travailler avec une entreprise spécialisée dans la réputation numérique. 300 dossiers ont déjà été passés au crible avec un examen des réseaux sociaux des personnes candidates, que ce soit ceux qu'ils postent dans les commentaires qu'ils écrivent. Une intelligence artificielle travaille sur des mots-clés. D'ailleurs, un cadre interrogé par France Info explique que plusieurs cas problématiques ont déjà été repérés. Sont scrutés les propos racistes, homophobes, antisémites, mais aussi les commentaires sur le conflit israélo-palestinien, encore sur la Russie et Vladimir Poutine. Le coût est de plusieurs centaines d'euros par candidat. Ça représente une somme quand on sait qu'il y a 577 circonscriptions législatives. Les députés actuels qui sont aussi passés au crible, en cas de nouvelle dissolution, ils seraient alors aussi sous le feu de tous les regards. La direction du parti fait également passer des entretiens afin de vérifier les connaissances techniques des candidats, une manière d'éviter les débats chaotiques qu'on avait vus lors des précédentes élections. Oui, effectivement, avec des candidats qui d'un seul coup refusaient les débats, notamment dans les télés locales. Le Rassemblement national qui dit avoir pris en compte les erreurs de l'année dernière pour éviter justement de nouvelles déconvenues avec des candidats ou des candidates gênants. Voilà, l'idée c'est d'éviter ce qui s'était passé l'an dernier avec les législatives anticipées à la suite de la dissolution surprise. Cela avait d'ailleurs nourri un procès en amateurisme du RN et continue d'alimenter l'idée qu'il y avait un plafond de verre pour le parti. L'année dernière, Jordan Bardella avait reconnu qu'il y avait bien 4 ou 5 brebis galeuses, comme vous le disiez Thomas, parmi les candidats aux législatives que le RN avait investis. Mediapart, de son côté, parlait de 80 cas problématiques, que ce soit une candidate qui pose avec une casquette nazie sur sa page Facebook, un autre qui tient des propos racistes dans la presse régionale en pleine campagne de l'entre-deux tours, ou encore des postulants qui se vautrent lors des débats télévisés. Le RN qui s'était justifié en expliquant avoir à investir 577 candidats en seulement 48 heures. Merci beaucoup Quentin pour toutes ces informations. Alors on va se concentrer un peu sur ce processus-là de recrutement en quelque sorte, Lauriane Clément. Comment ça se passe en ce moment ? C'est un recrutement sur des compétences, le fait de pouvoir afficher effectivement des personnalités un peu reconnues et compétentes. C'est ça le premier critère ou pas ? Alors, déjà, juste pour vous refaire le fil, donc depuis octobre, la Commission nationale d'investiture du Rassemblement national se réunit tous les lundis, absolument tous les lundis, en journée entière, avec au moins 8 membres du bureau national. Parfois plus que le lundi, d'ailleurs, parfois plusieurs jours par semaine, et ils scrutent un par un chacun des candidats. Ils passent au moins une demi-heure, selon les députés, par candidat, pour investir le meilleur profil pour d'éventuelles législatives et pour les municipales. Alors pour ça, ils regardent le CV, bien sûr, la lettre de motivation, le casier judiciaire. Bon, ça me fait un peu plus rire, on va dire. Et ensuite, ils lui font passer un entretien assez drastique. Moi, c'est les retours que j'ai eus. Et ensuite, évidemment, donc il y a cette entreprise spécialisée en intelligence artificielle qui va scruter tous les profils pour voir s'il n'y a pas eu des propos problématiques dans le passé. Sur les réseaux sociaux. Catherine Fieschi, est-ce qu'on pourrait presque dire que le Rassemblement national est plus vigilant que d'autres partis ? Je crois que le Rassemblement national est bien obligé d'être vigilant parce que malgré tout, les dérapages et l'amateurisme lui ont vraiment coûté il y a un an. Ce que je trouve intéressant, c'est que cette idée de brebis galeuse, en quelque sorte, ce serait pour nous faire croire qu'en fait, voilà, vous avez des brebis galeuses qui feraient partie, par ailleurs, d'un troupeau qui, lui, aurait été assaini, d'un troupeau sain, alors qu'en fait, ce sont en quelque sorte des brebis égarées, n'est-ce pas, qui pensaient qu'elles avaient le droit de parler comme des candidats d'extrême droite et qui n'ont pas appris la leçon. Elles ont pas compris, en fait, que pour être candidat ou candidate du Rassemblement national, il faut faire une politique de sous-entendu, il faut parler à mots couverts. Donc là, vous êtes en train de nous dire que le Rassemblement national, pardon de nous interrompre, il masque son extrémisme, en fait. Oui, je pense que toute cette dédiabolisation, je parle vraiment du parti et des candidats et candidates, pas des électeurs. Mais je pense que ça vaut la peine de le répéter, c'est un parti d'extrême droite qui a besoin d'élargir son socle électoral, qui est arrivé effectivement jusqu'au premier tour, qui a un problème de deuxième tour, et donc on continue une espèce d'entreprise cosmétique. Et moi, je dirais que si on regarde le rapport au contre-pouvoir et les programmes
du Rassemblement national, ça reste un parti d'extrême droite. Et ces brebis, elles se sont un peu égarées. Elles pensaient qu'elles rejoignaient. J'entends votre argument. Frédéric Dabi, est-ce que les Français qui votent RN ont le sentiment de voter extrême droite? Oui. Oui, ils le disent dans la radioscopie qui date de 2023. Il y en a une majorité qui considère le RN comme un parti d'extrême droite. Alors, et ils votent RN aussi, ils prennent le RN pour une sorte de véhicule pour faire entendre leurs protestations, véhicule pour féliciter des dirigeants RN, notamment Marine Le Pen ou d'autres, de dire des constats vrais sur la société. C'est le côté Cassandre. De plus en plus, ils adhèrent aux solutions du RN sur les questions de sécurité, d'immigration, sachant qu'il y a, il faut rappeler, ce n'est pas notre sujet, mais je le dis toujours, il y a un basculement dans les motivations du vote RN depuis la présidentielle de 2022. Le premier déterminant du vote, ce n'est plus l'immigration. C'est le pouvoir d'achat. C'est un pouvoir d'achat. Et on se souvient que Marine Le Pen avait été assez habile, y compris dans le débat d'entre-deux tours face à Emmanuel Macron. 2, sécurité, et 3, immigration. Par ailleurs, je rappellerai, on a raison de s'intéresser aux brebis galeuses. Ce qui a fait perdre quand même le RN entre les 2 tours et qui n'a pas permis de transformer d'essai, c'est quand même le Front républicain. Qui a quand même permis, qui a gêné considérablement le RN, sachant qu'il y a une quarantaine de circonscriptions où le candidat ou la candidate RN fait entre 47 et 49%. On doit avoir ça en tête dans une éventuelle dissolution où sans doute ce front, sur des temps prudents, fonctionnera un petit peu moins. Et enfin, les brebis galeuses, c'est aussi le reflet des difficultés du RN à recruter des candidats. C'est facile sur une législative. Quid des élections municipales? Il y a de très nombreuses grandes villes ou de très grandes villes où trouver 40 à 60 candidats avec une parité femmes-hommes, c'est pas évident pour le Rassemblement national. Oui, effectivement. Anne-Charlène, vous vouliez intervenir. Moi, il me semble qu'en fait, on a un véritable problème d'investiture en France. De toute façon, on a un problème de législative. C'est-à-dire qu'en fait, avec cette fameuse incarnation de la présidentielle, en fait, on ne se pose pas la question de savoir qui seront nos futurs députés demain. On ne le prépare pas par anticipation. Et c'est difficile de préparer une alternance. Prenons par exemple en 2017 les députés En Marche. On les avait appelés les députés plateforme parce que ils ont été choisis sur une forme d'adhésion. Et vous posiez la question tout à l'heure, Thomas, du premier critère. Mais le premier critère, c'est la sympathie avec le mouvement. C'est déjà difficile, mais dans cette sympathie-là, il faut encore passer un autre degré pour pouvoir vouloir être élu. Donc, au fond, l'idée de faire passer des grands orales, de se poser la question des intelligences artificielles, c'est peut-être, en quelque sorte, à porter au crédit de ce parti-là. C'est-à-dire qu'il prend au sérieux cette échéance. Et, Front républicain ou pas, la question de savoir comment on considère l'élection, c'est aussi très identitaire pour eux, c'est pourquoi ils sont pour la proportionnelle. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes, et c'est notre rôle, c'est leur rôle, qui scrutent les écrits passés d'un certain nombre de candidats ou de députés du Rassemblement national, avec notamment une accusation d'antisémitisme, entre autres, qui ressort avec un article de Mediapart qui a retrouvé des écrits de la députée Caroline Parmentier quand elle était journaliste pour le quotidien d'extrême droite Présent. Elle y parle alors j'ouvre les guillemets, du lobby juif. Elle célèbre Pétain, elle attaque la grosse Simone Veil. Là encore, je mets les guillemets évidemment, fustige les supporters babouins dans les stades. Interrogée par Mediapart, elle ne retire rien de ce qu'elle a pu écrire. Et sur Facebook, voilà ce que dit Caroline Parmentier. Il y a 30 ans, les mots et les débats n'étaient pas les mêmes. Je ne suis plus cette jeune journaliste qui a débuté en 87 dans un journal polémique dont je suivais la ligne éditoriale, mais dont les sujets d'intérêt et la tonalité ne sont plus les miens. Et alors c'est intéressant parce que Marine Le Pen, elle va encore plus loin, elle se félicite d'avoir arraché Caroline Parmentier à ce courant de pensée. On l'écoute. Ça peut être une fierté pour moi de me dire que j'ai arraché un certain nombre de personnes à ces pensées-là, à ce courant de pensée-là. Je pense que c'est aussi le rôle des politiques et que quand vous réussissez à faire ça, convaincre des gens que les pensées qu'ils défendent ou qu'ils développent sont erronées, voire inadmissibles, vous avez rempli un des rôles qui est le rôle d'un dirigeant politique. Et donc, je ne peux évidemment que me réjouir. Lauriane Clément, quel est le rôle de Caroline Parmentier auprès de Marine Le Pen? Est-ce qu'elle joue un rôle important? Oui, elle a joué un rôle important depuis très longtemps. C'est vraiment sa conseillère particulière. Elle est députée aussi. Mais donc, c'est une proche de Marine Le Pen. Et on voit bien les 2 poids, 2 mesures. Moi, c'est ce que j'ai montré dans mon enquête publiée il y a un mois dans le journal La Croix. C'est qu'il y a tout le côté vitrine. Donc, de dire, on va sélectionner les meilleurs candidats. On va scruter leur profil pour pas qu'il y ait de débordements. On va les former pour qu'ils sachent parler dans les médias et qu'ils évitent les bévues. Et à côté de ça,
On a ces accusations, on a toutes ces affaires qui sortent. Donc Les Jours aussi qui a montré, le journal des Jours, qui a montré il y avait des groupes Facebook. Députés, quart des effectifs des députés frontistes ont fait partie de groupes avec des propos homophobes, racistes. Alors, c'était pas forcément eux qui les tenaient, mais en tout cas, il y avait des propos effectivement insupportables. Je vais en citer quelques-uns. Donc, c'est Les Jours qui nous disent ça, les Arabes dehors, la France dirigée par les Juifs sionistes, il nous manque un mec à petite moustache. Voilà ce qu'on pouvait lire sur ces groupes Facebook. Alors, certains députés RN étaient administrateurs, donc normalement, même si tout le monde ne le sait pas, chargés de modérer le contenu de ces groupes. Bon. Et donc, on voit bien que, est-ce qu'ils sont épinglés, est-ce qu'ils sont remis en cause, est-ce qu'ils sont publiquement... Il n'y a pas de sanction ensuite au sein du RN. Et pour Caroline Parmentier, c'est exactement la même chose. Il y a toujours cette discussion, c'était le passé, c'est le passé. Mais on peut l'entendre, cet argument. C'est vrai qu'on peut changer d'idée politique. Et des membres du Rassemblement national aussi, quoi. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a surtout l'impression qu'on se focalise sur changer les mots. C'est-à-dire, j'ai utilisé tel et tel argument, j'étais jeune, mais maintenant, c'est insupportable ce qu'elle disait à l'époque, mais elle a pu changer d'opinion et ne plus tenir ses propos. Là, je ne dis pas que c'est le cas, mais en tout cas, c'est une possibilité. C'est effectivement une possibilité. Le fait est qu'elle fait partie d'une galaxie où on sait que ces mots sont encore utilisés et que, en quelque sorte, les valeurs demeurent. On a quand même l'impression toujours que ce qu'on fait, c'est le ménage en surface. On s'exprime autrement, mais les valeurs reste. Alors, ce qui est très fort, par contre, c'est la position de Marine Le Pen qui nous dit qu'en gros, c'est une pauvre rescapée qui a été sauvée par Marine Le Pen, en quelque sorte. J'ai réussi à l'arracher à ce courant de pensée. Sachant qu'il faut dire quand même par honnêteté que, vous en conviendrez, Présent n'a jamais ménagé Marine Le Pen. Elle a été même insultée à plusieurs reprises. C'est important de le rappeler. Traitée de sioniste, par exemple, si je me souviens bien, parce que c'était un journal que j'ai regardé, que j'ai consulté pour des recherches universitaires à l'époque. Et c'est vrai que lorsqu'elle dit, c'est intéressant aussi, je trouve cette prise de position extrêmement intéressante. C'est-à-dire Marine Le Pen qui sauve les brebis, non pas galeuses, mais des brebis égarées. Et quand elle parle de propos inadmissibles, on pense très fort à Jean-Marie Le Pen, qui, je crois, était allé au dîner d'anniversaire de Présent. Non, c'était Rivarol, pardon. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'était pas attaqué par Présent, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, un tout dernier mot, 15 secondes. Voilà, peut-être pour dire que justement Marine Le Pen a pris la succession de Jean-Marie Le Pen et que c'est tout ce travail qu'elle a mené. Donc au fond, quand elle parle d'arracher quelqu'un à cette idéologie, c'est peut-être aussi cette dédiabolisation-là qu'elle veut illustrer. Merci beaucoup. Je vais rappeler les titres de vos livres. Catherine Fieschi, Populocratie, c'est aux éditions Agenda Publishing. Frédéric Dabi, Parlons-nous tous la même langue, livre publié aux éditions de l'Aube. Et Lauriane Clément vous lit évidemment dans le quotidien La Croix. Merci encore à tous d'avoir participé à ce débat. Je notais que l'invité de la matinale demain, ce sera Rémi Rioux, directeur général de l'Agence française de développement. Je vous souhaite une belle soirée sur nos antennes. Salut.